La parole est maintenant à Monsieur Hervé Morin. Monsieur le Président, Monsieur le Premier ministre, Mesdames et Messieurs les ministres, mes chers collègues, notre pays s'est engagé vendredi dernier dans une importante opération militaire au Mali. Monsieur le Président. Oh, mes chers collègues. Allez. Bon, s'il vous plaît, que ceux qui doivent sortir le fassent rapidement et on va retrouver le silence. Monsieur Morin, vous avez la parole. Merci, Monsieur le Président. Je disais donc, Monsieur le Président, notre pays s'est engagé vendredi dernier dans une importante opération militaire au Mali. Permettez d'abord à l'ancien ministre de la Défense d'avoir une pensée particulière pour les hommes et les femmes qui ont rejoint le théâtre d'opération malien ou qui s'apprêtent à le faire. Je connais comme vous le professionnalisme et l'enthousiasme des militaires français pour servir la France. L'un d'eux, le lieutenant Boiteux, ne reviendra pas de cette mission et nous saluons aussi sa mémoire, comme vous l'avez fait hier aux Invalides, Monsieur le Premier ministre. Le sens du devoir, l'esprit d'équipe, l'abnégation jusqu'au sacrifice, le lieutenant Boiteux l'a incarné jusqu'au dernier souffle. Le président de la République a donc décidé de répondre à l'appel au secours des autorités maliennes en engageant nos troupes sur le continent africain. Et il a eu raison. Nous approuvons à l'UDI sans réserve sa décision. Cette guerre, mes chers collègues, cette guerre n'est pas une guerre de choix, c'est une guerre de nécessité et je veux m'en expliquer. Guerre de nécessité, car nous répondons à l'appel des autorités maliennes, mais nous répondons aussi et même surtout à l'appel du peuple malien qui est victime depuis de longs mois du terrorisme djihadiste. Nous ne pouvons pas laisser Bamako devenir un faubourg de Kaboul. C'est vrai, des soldats français risqueront leur vie pour Bamako, mais notre devoir était d'être à côté des Maliens et de leur venir en aide. Si certains ont encore un doute sur la légitimité de notre intervention, je les invite à lire le recensement du Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, qui dénombre déjà 250 000 personnes déplacées et 145 000 réfugiés. 400 000 Maliens du nord du Mali ont d'ores et déjà quitté soit leur pays, soit leur village. Mais ne nous trompons pas, cette intervention ne ressemble pas aux opérations auxquelles nous étions habitués en Afrique. Elle est géographiquement africaine, mais elle est géopolitiquement moyen-orientale. Il ne s'agit pas, comme au temps de la France-Afrique, de protéger un régime, même si, Monsieur le Premier ministre, celui-ci est issu d'un putsch et n'a aucune légitimité, sinon celle de remplacer un capitaine, aujourd'hui chef d'état-major. Il ne s'agit pas non plus d'une opération de stabilisation ou de maintien de la paix face à des rebelles ou à une ethnie plus ou moins armée par les voisins dans une perspective de déstabilisation. Il s'agit d'une opération contre des forces djihadistes, souvent financées par le narcotrafic, construisant leurs opérations avec la même dialectique et les mêmes méthodes que celles qui interviennent en Afghanistan, en Syrie pour partie ou en Libye hier. Il y avait d'autant plus urgence à intervenir que j'ai le sentiment, Monsieur le Premier ministre, que nous nous sommes hâtés un peu trop lentement. Je rappelle qu'une opération militaire était envisagée depuis plusieurs mois, près d'un an.
J'ai en souvenir les déclarations du ministre de la Défense en août 2012 annonçant une intervention dans quelques semaines. J'ai surtout en souvenir le discours du président de la République le 25 septembre à la tribune des Nations Unies où il évoque un soutien aérien et logistique à une initiative africaine. Cette déclaration aurait dû être un puissant accélérateur permettant une action de prévention rapide et évitant cette intervention lourde en haut du spectre militaire. Or, la France n'a pas présenté de plan précis aux Nations Unies pour construire l'initiative. Rien de concret non plus pendant tout ce temps-là au sein de la CEDEAO. Rien non plus chez les Européens qui, pour le seul plan de formation, je vous le concède, qui leur a été confié par l'ONU, ont rechigné et mégoté à fournir quelques dizaines de soldats. Nous avons perdu un temps précieux en espérant un hypothétique dialogue politique alors que nous savions depuis des mois que les djihadistes ne s'arrêteraient pas dans leur marche et que les négociations avec les Touaregs n'aboutiraient pas. C'est maintenant de l'histoire ancienne, mais je crois qu'il était bon de le rappeler pour en tirer des leçons pour le futur. D'autres enseignements pour l'avenir me semblent évidents. Le premier enseignement, mes chers collègues, c'est que les États-Unis ne veulent plus systématiquement être les gendarmes du monde. Ils étaient en première ligne en Somalie il y a 20 ans. Ils nous laissent en première ligne au Mali, même s'ils ont, comme à chaque fois, apporté un soutien militaire discret, mais ô combien précieux. Le deuxième enseignement, et c'est un Européen convaincu qui le dit, c'est que malheureusement l'ambition européenne, l'ambition politique et diplomatique de l'Europe n'existe toujours pas et que l'Europe de la défense encore moins. Madame Ashton, absente, j'allais dire comme toujours. L'Allemagne, rechignant à intervenir en dehors du cadre de l'OTAN et plus encore en Afrique, j'allais dire comme toujours. Et les autres, quelques soutiens, mais aucun élan européen pour aborder une crise qui pourtant concerne au premier chef l'ensemble de notre continent. Et j'allais dire, là encore, comme toujours. À quoi bon, Monsieur le ministre de la Défense, continuer à construire des forces européennes diverses et variées, de les annoncer à grand renfort de communication, pour in fine ne jamais s'en servir? Cette question, il faut la poser aux 27 pays de l'Union européenne. Les battle groups ou les GT 1500 seraient parfaitement adaptés pour une intervention de ce genre. Faut-il cependant qu'il y ait de la volonté, et je vous l'accorde, il n'y en a pas, et faut-il aussi qu'il y ait des moyens de planification européens? Jean-Louis Borloo l'a dit hier, mais il est temps que la France mette l'Europe face à ses responsabilités. Le troisième enseignement, l'Afrique change. Elle bouge, elle progresse, son économie s'éveille, mais elle n'existe pas encore quand il s'agit de s'organiser pour gérer une crise aiguë. En résumé, les États-Unis ne sont plus l'hyperpuissance régentant les 5 continents, l'Europe est de façon consternante toujours impuissante et l'Afrique n'est pas encore assez présente. Comme toujours, ce type d'opération éclaire aussi, Jean-François Copé l'a évoqué, les questions qui se posent à notre défense. Par exemple, le caractère stratégique de nos forces prépositionnées, un atout formidable pour réagir rapidement. J'ai encore le souvenir de la crise tchadienne, où nous avons, en 2008, assuré la sécurité des ressortissants de 60 pays, américains compris. Deuxième point, dans un budget de la défense, Monsieur le Premier ministre, dont on sait qu'il manquera 30 à 40 milliards d'euros pour atteindre en 2020 le format des armées tel qu'il a été défini par le livre blanc en 2008. On serait bien inspiré de ne pas faire du budget de la défense une variable d'ajustement et on serait bien inspiré aussi de considérer
Et on serait bien inspiré aussi de considérer que l'aéromobilité et les forces conventionnelles sont aussi au moins aussi importantes que le nucléaire. Je reviens à ce que doivent être nos priorités immédiates. La première priorité, Monsieur le Premier ministre, c'est sortir de cette impression d'isolement que nous avons tous. Certes, nous sommes soutenus par tout le monde. Il y a une belle unanimité au sein du Conseil de sécurité. Mais nous sommes seuls, très seuls sur le terrain. On nous approuve, on nous soutient, mais on a aussi un peu le sentiment qu'on nous dit « débrouillez-vous ». Or, cette crise nous concerne tous, bien entendu au premier chef les Africains, en second lieu les Européens, et enfin la communauté internationale qui doit lutter contre l'islamisme radical, facteur de déstabilisation dans un arc de crise qui va de l'océan Indien à l'océan Atlantique. J'invite d'ailleurs le gouvernement, Monsieur le Premier ministre, à appeler un chat un chat. Ce ne sont pas seulement des terroristes ou des rebelles, ce sont pour l'essentiel des islamistes fanatiques, et vous ne ferez peine à aucun Français musulman de le dire. Dès lors, tout l'effort de la diplomatie française doit être dans la constitution d'une force africaine soutenue en termes de formation, de logistique, de renseignement, de moyens aériens par les puissances militaires de premier rang, dont évidemment la France. Les troupes africaines, nous dit-on, rejoindront dans quelques jours le théâtre d'opérations malien. C'est une bonne chose. C'est une bonne chose militairement, mais c'est aussi une bonne chose politiquement. L'Union africaine et les CEDEAO doivent assumer leurs responsabilités dans le temps, car cette opération va durer, ça c'est une certitude. Nous devons être en soutien à une opération africaine et non l'inverse. Du coup, et même si ce n'est pas politiquement correct, il se pose une question. C'est la crédibilité des forces militaires africaines qui seront engagées, il faut le dire. J'ai encore en souvenir l'échec de la MINUAD au Darfour. Disons-le tout net, 2 pays ou 3 pays seulement dans la région sont en capacité de fournir des forces crédibles. Le Nigeria, le Sénégal et le Tchad, leur engagement est donc capital pour donner du contenu et du poids à la force africaine en constitution. L'intervention française doit être aussi l'occasion d'un lancement d'une dynamique africaine pour engager une vraie politique régionale de lutte contre le terrorisme et l'islamisme radical de la Somalie à l'Atlantique. Vous permettez, Monsieur le Président, mais j'ai eu au moins 2 ou 3 minutes de prise par le départ des députés socialistes. Le deuxième sujet pour les prochaines semaines, c'est comment redresser un État failli, en l'occurrence le Mali. Car si les intégristes sont intervenus là, ce n'est pas par hasard. C'est parce que dans l'Ouest africain, le Mali apparaissait comme le maillon faible, comme le ventre mou, l'instabilité politique, la quasi-vacance de l'État et l'absence de solution à la question touareg ont favorisé depuis des années l'instauration d'un islamisme radical. Alors, Monsieur le Premier ministre, puisque mon temps est écoulé, je voudrais simplement vous dire en conclusion, en une seule phrase, oui, pour l'UDI, la France devait intervenir. Mais non, Monsieur le Premier ministre, nous n'avons vocation à être en première ligne au-delà de quelques semaines ou pire de quelques mois. Je vous remercie. Merci.